Bonjour à toutes et à tous. Merci à la société Olea de nous avoir aidé à organiser cette troisième série de Summer School. Je vous rappelle les principes de topo. Je vous présente des cas, je vous montre les images, vous avez quelques temps pour réfléchir dessus. Ensuite, je donne la solution et je fais une petite discussion sur la pathologie. Le premier cas est celui d'une patiente de 29 ans qui a un lupus et un syndrome des antiphospholipides. Elle ne se fait pas suivre. On arrive à la faire revenir pour un bilan systématique. On réalise une IRM cérébrale avec une séquence flair, une séquence de diffusion, une angio-IRM du polygone et une séquence SWI. Vous avez donc 3 questions. Que pensez-vous de cette atteinte? Quel examen complémentaire demandez-vous? Comment expliquez-vous l'image cérébelleuse? Vous avez donc de multiples hypersignaux en séquence de diffusion qui s'organisent en plages confluentes. Donc elle serait plus âgée, on conclurait à la leucoariose, mais elle a 29 ans, elle est beaucoup trop jeune pour avoir de la leucoariose. Vous avez même une lacune ici franche, pas d'anomalie en séquence de diffusion, un polygone normal, et l'image cérébelleuse, c'est une image micro-hémorragique avec des vaisseaux qui y vont. Vous avez bien reconnu en fait un cavernome qui est un incidentalome. C'est très fréquent de découvrir des cavernomes sur des bilans un peu systématiques. Donc, le lupus et le syndrome des antiphospholipides, ce sont des maladies auto-immunes qui vont être souvent associées, qui vont exposer à de multiples complications vasculaires, dues d'une part à l'état inflammatoire chronique. Elles peuvent être dues également à l'atteinte rénale. Je vous rappelle que la néphropathie est une complication classique et fréquente du lupus, à l'atteinte valvulaire cardiaque, en particulier dans le syndrome des antiphospholipides. Et là, chez cette patiente, il faut impérativement demander une IRM, une échographie cardiaque, et au caractère procoagulant des anticorps antiphospholipides. Les principales complications vasculaires cérébrales vont être des hypersignaux aspécifiques. Ce qu'on appelle les omnis sont beaucoup plus fréquents chez les patients qui ont un lupus que dans la population générale. Et en fait, chez quelqu'un chez qui vous trouvez des omnis en quantité particulièrement importante, un des examens que vous allez demander, c'est la recherche d'antiphospholipides et de facteurs antinucléaires, qui est la marque donc du lupus. Et ils peuvent faire des vascularites cérébrales qui sont relativement rares mais qui peuvent survenir, des AVC emboliques par atteinte cardiaque, c'est pour ça qu'on va dépister la valvulopathie chez les gens qui ont un syndrome des antiphospholipides, et également des thromboses veineuses cérébrales dues à l'état procoagulant. Le cas suivant est celui d'un patient de 75 ans qui installe en quelques semaines à quelques mois des troubles sphinctériens et des troubles de la marche qui vont en s'aggravant progressivement. Vous avez une IRM en séquence T2 sur tout le rachis, un T1 avec injection sur le rachis dorso-lombaire et des coupes axiales T2 sur le rachis lombaire et axial T1 avec injection sur le cône terminal. On a donc un hypersignal de la moelle dorso-lombaire, qui est un hypersignal œdémateux. On voit que la moelle est augmentée de volume. Si vous regardez bien, vous avez ces structures serpigineuses en avant de la moelle, qu'on retrouve sur l'axial T2. Il y a beaucoup trop de points pour que ce soit simplement les racines, ainsi qu'une prise de contraste du cône terminal
Je pense que vous avez tous reconnu le tableau d'une fistule durale à drainage veineux périmédulaire. Donc la fistule durale à drainage veineux périmédulaire, c'est une maladie rare qui touche principalement les sujets âgés. Le mécanisme n'est pas très bien connu. Ça va réaliser en fait un shunt direct entre une artère et une veine. Ça se présente sous la forme d'un œdème médulaire qui descend classiquement toujours vers le cône terminal. La clinique, ça va être des troubles moteurs et des troubles sphinctériens qui vont s'installer en plusieurs mois. La localisation de la fistule est extrêmement variable. Il faut explorer en fait la vascularisation de toute la moelle et même parfois jusqu'au cerveau, parce qu'il y a des fistules qui sont originaires de l'étage cérébral. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour les explorer. On peut faire des enjeux scanners, on peut faire des IRM avec des séquences TRIX si on a déjà une idée de la localisation, mais bien souvent, on est obligé d'avoir recours à l'artériographie, qui est d'ailleurs en fait non seulement diagnostique, mais thérapeutique, parce que on va traiter ça par embolisation, éventuellement couplé à de la chirurgie. C'est important de le dépister parce que tout ceci va être complètement réversible si c'est pris en charge tôt. Si on attend trop, en fait, il y a de l'ischémie veineuse qui va s'installer au niveau de la moelle et les troubles peuvent ne pas être complètement réversibles. Le dossier suivant est celui d'un patient de 78 ans qui est hospitalisé pour un bilan de troubles cognitifs progressifs. Vous avez une IRM en séquence flair, diffusion, SWI et une enjeu IRM du polygone de Willis. Vous avez donc une leucopathie vasculaire modérément importante qui prédomine ici en pariéto-temporale, qui s'accompagne de micro-hémorragies un peu multilobées, mais qui prédominent en périphérie. On les voit ici très nettement en pariétal. Il n'y a pas d'accident ischémique en diffusion. Et l'enjeu IRM du polygone de Willis est normal. Vous avez tous reconnu les signes d'une angiopathie amyloïde. L'angiopathie amyloïde, c'est donc une assez vieille maladie, mais qui revient pas mal à la mode en ce moment. Si vous regardez l'indicateur des publications par année, vous voyez que si vous cherchez en mot-clé angiopathie amyloïde dans PubMed, le nombre de publications augmente très rapidement ces dernières années. Alors c'est dû à des dépôts de peptides amyloïdes bêta dans la paroi des vaisseaux, donc c'est différent des amyloïdoses des autres organes. Ça va associer une leucopathie modérée et des microbleeds. Alors, amyloïde bêta, donc il y a probablement, même possiblement un lien avec la maladie d'Alzheimer, les relations entre les deux sont en cours d'exploration. Ça va être diagnostiqué sur ce qu'on appelle les critères de Boston, qui sont des critères qui ont été établis par un groupe de multicentriques, qui comportait d'ailleurs pas mal de centres français. C'est basé sur la présence de microbleeds prédominants en lobaire, avec une leucopathie un petit peu patchy, qui est moins marquée que dans l'atteinte vasculaire liée à l'hypertension artérielle. On peut avoir également une hémorragie sous-arachnoïdienne et une hémosidérose. Ça va donner des AVC qui sont souvent hémorragiques et œdémateux, avec un petit peu de suffusion hémorragique, un gros œdème, et on a décrit des formes dites inflammatoires qui vont ressembler à des vascularites cérébrales. Vous avez deux articles intéressants là-dessus, celui de Charlie Midou et Tal dans Lancet Neurol 2022 qui décrit les critères de Boston, et un bel article de revue dans, curieusement, le journal japonais de radiologie, mais c'est en anglais, par Tanaka et al, d'où j'ai tiré cette figure. Le dossier suivant, il s'agit d'un homme russe de 78 ans, diabétique, et qui consulte pour un déclin cognitif modéré. Il n'est pas hyper altéré, mais ça va pas super bien. Vous avez un 3DT1, un flair, et le 3DT1 reconstruit en coronal.
On a donc une atrophie à prédominance sous-corticale, avec une leucopathie vasculaire assez évoluée. Vous voyez, on a des hypersignaux qu'on va classer en phase ECAS 3, des plages confluentes, un hyposignal T1. Donc un homme russe de 78 ans, ben, c'est triste à dire, mais c'est déjà assez remarquable d'atteindre 78 ans pour un russe de sexe masculin, parce qu'ils accumulent les facteurs de risque vasculaire. Il y a un énorme tabagisme, une hygiène de vie qui est assez catastrophique. En plus, il est diabétique. Vous voyez que les hippocampes ont l'air finalement pas mal, hein, guère plus atrophiques que le reste. On a une atrophie qui prédomine en sous-corticale plutôt qu'en corticale, qui semble donc orientée vraiment vers une leucopathie vasculaire. Alors, pour confirmer qu'il n'y a pas d'atteinte corticale, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Bien entendu, ce qu'on a fait en réalité, c'est une TEP IRM et non pas une IRM seule. Qu'est-ce que je vous laisse regarder les images? On a un peu d'hypométabolisme diffus, mais c'est normal, c'est une déconnexion, déafférentation liée à l'atteinte vasculaire, ça c'est assez classique. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a absolument pas d'atteinte des régions pariétales qui auraient été atteintes si en fait il y avait eu une maladie d'Alzheimer associée. La maladie d'Alzheimer est tellement fréquente que quand on a un déclin cognitif, même si on a des éléments forts pour dire que c'est une atteinte vasculaire, on va en règle générale essayer de rechercher des signes de maladie d'Alzheimer, soit par la ponction lombaire, soit par la TEP-IRM. Là, vous voyez que les régions pariétales sont parfaitement préservées, donc on n'a aucun signe en faveur d'une maladie d'Alzheimer. Donc il s'agit d'une atteinte purement vasculaire. Donc, je voudrais faire du coup un rappel sur la leucoariose, qui est quelque chose que vous marquez très souvent dans vos comptes rendus. Finalement, on n'en fait pas grand-chose, hein. La leucoariose, c'est vraiment une maladie radiologique. Ça a été décrit sur le scanner par Haczynski. C'est directement lié aux facteurs de risque vasculaire. Plus vous avez de facteurs de risque vasculaire, et en particulier l'HTA et le diabète, plus vous avez de risque d'avoir une leucoariose et d'avoir une leucoariose sévère. On va la classer en 3 stades, en utilisant la classification de Fazekas et Schmidt. 1, vous avez quelques hypersignaux floconneux, c'est quasiment normal. 2, des hypersignaux qui commencent à confluer, donc là on atteint vraiment le pathologique. Et 3, ça va être des hypersignaux en flash, avec dans les formes plus évoluées, carrément un hyposignal en séquence T1. Les signes de gravité supplémentaires, des hypersignaux en diffusion, qui vont traduire un AVC récent, donc là il faut vraiment adresser le patient en neurovasculaire en urgence, et des microbleeds qui vont évidemment augmenter le risque de saignement. Alors la leucoariose, c'est pas associé à des symptômes précis, hein. Vous ne pouvez pas définir un cadre syndromal lié à la leucoariose, mais en fait le point important, c'est que ça va augmenter de manière extrêmement importante. Quand je dis extrêmement importante, on a des facteurs de multiplicatifs de 2, 3, 4, 5, 10 fois le risque d'AVC, le risque de saignement intracrânien, de démence, de chute et de troubles de la marque. En fait, la leucoariose, même si ça ne vous donne pas de symptômes, c'est le marqueur que le cerveau ne tolère plus les facteurs de risque vasculaire, qu'il va donc falloir être beaucoup plus agressif dans le traitement de ces facteurs de risque que chez quelqu'un qui n'aurait pas de leucoariose. On passe ensuite à un patient de 57 ans qui présente une aphasie et une hémiplégie droite brutale il y a 2 heures. Vous avez donc un flair, une ARM du polygone, une séquence T2 étoile et une diffusion.
Donc le flair est normal, la diffusion est normale, on ne voit même pas ce qu'on peut observer qui sont les ralentissements vasculaires en périphérie. Il n'y a pas de microsaignement, en particulier là, dans les régions où vous pouvez avoir des artères. Le polygone de Willis est strictement normal et symétrique. Vous avez donc une question supplémentaire qui est: quelle séquence supplémentaire rajoutez-vous? La séquence, c'est évidemment la perfusion ASL pour rechercher une hypoperfusion qui va être le signe typique de la migraine complexe. Vous voyez que même à 57 ans, vous pouvez révéler potentiellement une migraine complexe. Deuxième question, comment vous faites pour confirmer votre diagnostic? Pour confirmer votre diagnostic, c'est très simple, vous refaites l'IRM à 24 heures. Déjà, vous allez vérifier qu'il n'y a pas eu l'apparition d'accident vasculaire cérébral, comme c'est bien le cas ici, aucun signe en flair, et vous refaites surtout l'ASL, parce que la migraine, c'est une succession d'hypoperfusion dans la phase aiguë, les auras et la céphalée, qui est suivie quelques heures après par une phase d'hyperperfusion, comme vous constatez là. C'est important de faire l'ASL, parce que dans ce cas-là, vous pouvez vraiment coller une étiquette au patient de migraine, le rassurer et avoir un diagnostic. C'est ok, c'est bien un malade qui vient en alerte thrombolyse de dire il n'y a pas d'AVC. Si en plus vous pouvez donner le diagnostic avec une relative certitude, vous rendez clairement service au patient. Dossier suivant, une patiente de 29 ans qui consulte pour des carotidodynies, c'est-à-dire des douleurs en projection de la carotide, à droite. Vous avez un angioscanner, une IRM en séquence flair, diffusion, ASL, sur le coup des coupes axiales T1 sans injection et axiale T1 FATSAT avec injection. Donc on retrouve un aspect infiltré de la bifurcation carotidienne avec ce processus hypodense. Alors, elle aurait 60-70 ans, on s'orienterait évidemment vers de l'athérome, mais l'athérome à 29 ans sur les bifurcations carotidiennes, c'est quand même rarissime, voire exceptionnel, donc c'est pas le premier diagnostic qu'on va retenir, c'est pour ça qu'on a fait cette séquence après injection, et vous voyez que ce processus hypodense se rehausse après injection, ce qui vous permet de porter le diagnostic de syndrome typique. Alors, le typique syndrome, typique ça veut dire transient perivascular inflammation of the carotid artery, donc c'est décrit purement ce qu'on voit à l'imagerie, hein. Ça va se manifester par des douleurs cervicales associées à un point douloureux sur la bifurcation carotidienne, qui vont être majorées par les mouvements de la tête, par la déglutition, par le hoquet. Alors le plus souvent c'est unilatéral, mais ça peut être bilatéral. Ça va durer 1 à 2 semaines et ça va avoir tendance à récidiver. En imagerie, on va avoir un rehaussement autour de la bifurcation carotidienne, donc c'est des images qui sont finalement assez impressionnantes, hein. Mais les points importants,
Il n'y a pas d'atteinte neurologique dans la très grande majorité des cas, et ça va guérir spontanément. Il n'y a pas de traitement spécifique. On peut donner, en cas de douleur gênante, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n'y a même pas d'indication, en théorie, à des corticoïdes. Donc c'est vraiment une pathologie complètement bénigne qui va vous donner des images assez impressionnantes qu'il faut connaître pour ne pas coller faussement un diagnostic d'athérosclérose à quelqu'un de 20 à 30 ans. Le dossier suivant, c'est une patiente de 45 ans drépanocytaire qui va présenter un épisode d'hémiplégie gauche régressive. Vous avez une diffusion, un SWI, un angioscanner, du T1 FATSAT après injection, une angio-IRM du polygone de Willis, un flair et une artériographie. Il y a une question complémentaire qui est: quelle séquence complémentaire demandez-vous? Donc on n'a pas d'accident vasculaire cérébral, la diffusion est négative, mais on voit qu'on a une leucopathie profonde qui prédomine très très nettement à droite, avec une occlusion de la cérébrale moyenne sur l'angio-IRM, sur l'angioscanner, sans prise de contraste des parois sur l'injection, et à l'artériographie, vous avez ces images de sténose courte, avec un aspect un petit peu irrégulier de la cérébrale moyenne, à son origine. En fait, je pense que vous avez tous pensé que c'était un syndrome de Moyamoya en cours de constitution, puisqu'il n'y a pas encore vraiment de résonance somatique, il y a déjà la sténose, la revascularisation se fait quand même par les anastomoses avec les carotides externes. C'est pour ça que dans le Moyamoya, il n'y a pas vraiment d'AVC dans la plupart des cas. La sténose se fait très lentement. Les petites branches que vous avez ne sont pas vraiment fonctionnelles. Ce qui va marcher, c'est le développement des collatérales. Mais pour évaluer le risque de cette patiente, quelle séquence complémentaire allez-vous faire? Bien entendu, une perfusion. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire une perfusion au scanner, une perfusion avec injection de produit de contraste, une perfusion ASL, tout est acceptable. Le but est de rechercher une hypoperfusion, en particulier dans les régions profondes, qui va, si elle est présente, indiquer un risque non négligeable d'accident vasculaire cérébral à moyen terme. Et vous voyez que là, vous avez un CBF diminué, un CBV diminué. Donc tout ça, le CBF, c'est sur la perfusion ASL, le CBV et le CBF sur la perfusion DSC, et un time to peaks qui est vraiment le marqueur majeur du ralentissement circulatoire, qui est augmenté en DSC. Donc c'est une patiente qui ne perfuse pas bien, elle n'a pas encore développé de manière satisfaisante ses collatérales, donc elle est dans cette phase à risque d'accident vasculaire cérébral, et on peut discuter ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire des trous dans la voûte crânienne qui permettent d'accélérer le développement des anastomoses entre la carotide externe et la carotide interne. Donc rapidement, les complications cérébrales de la drépanocytose. Alors ils font de manière relativement fréquente des accidents vasculaires cérébraux, très souvent asymptomatiques et qui peuvent survenir dès l'enfance. Vous avez un risque accru de Moyamoya par atteinte des vasa vasorum, et attention lorsque vous faites des angioscanners ou des artériaux, vous avez un risque de crise vaso-occlusive par, en fait, vous augmentez la viscosité sanguine, donc vous risquez de déclencher la modification de la forme des hématies. Donc
Là maintenant c'est quand même bien connu, il faut bien hydrater les patients et faire attention. Avec l'injection de volume moins important maintenant de produits de contraste, ce risque a tendance quand même à diminuer. Une patiente de 44 ans qui vient pour des céphalées et une confusion. Vous avez une IRM en séquence flair, en séquence de diffusion, en séquence SWI, un ASL et une ARM du polygone de Willis. On a donc un hypersignal dans les espaces sous-arachnoïdiens en frontal qui s'associe à un hyposignal en SWI qui traduit donc une hémorragie sous-arachnoïdienne. Il n'y a pas d'anomalie en diffusion, pas de sang dans les ventricules, pas de sang dans la veine sylvienne. Sur l'ARM, en revanche, on va retrouver des rétrécissements focaux en chapelet de saucisse sur plusieurs artères, avec dans ces territoires une hypoperfusion en ASL, c'est donc un aspect de syndrome de vasoconstriction réversible. On vérifie ça un mois plus tard, tout est revenu à la normale, la patiente va bien, l'ARM du polygone est revenu à la normale, la perfusion ASL s'est également normalisée. Donc le syndrome de vasoconstriction réversible, donc c'est une entité qui va être finalement assez proche du PRES syndrome. Les facteurs déclenchants vont être multiples, essentiellement les médicaments, les drogues, ça c'est une complication classique de la consommation de cannabis et dans une moindre mesure de cocaïne, l'HTA, le postpartum, tout ça, ça peut déclencher un syndrome de vasoconstriction réversible. Ça va se manifester par des céphalées brutales, en anglais on appelle ça thunderclap headaches, qui peuvent être associées à une confusion et parfois des crises convulsives. En IRM, ce qu'on va observer, ce sont des rétrécissements sur les artères de moyen calibre. Ça ressemble finalement à une vascularite cérébrale, c'est pour ça que l'IRM et même l'artério sont peu spécifiques du diagnostic de vascularite, puisque le syndrome de vasoconstriction réversible va vous donner exactement les mêmes signes. Des hypersignaux flaires des espaces sous-arachnoïdiens qui peuvent être constitués soit d'exsudat protéique, soit, comme dans ce cas-là, de saignement. Donc c'est un diagnostic d'hémorragie ménagée. Il faut être bien certain que vous n'avez pas d'anévrisme associé. Ce qui va orienter contre l'anévrisme, c'est vraiment la prédominance au vertex de ces hypersignaux, mais dans le moindre doute, évidemment, on va à l'artériographie. Les anomalies parenchymateuses sont plus rares, mais peuvent survenir avec de l'œdème qui peut être associé. L'évolution est généralement favorable, mais ça peut se compliquer d'accidents vasculaires cérébraux. On passe ensuite à une femme de 34 ans qui présente des céphalées dans les suites d'une chirurgie d'adénome. Là, vous avez un scanner. On a donc un hématome du foyer opératoire qui peut comprimer les voies visuelles, c'est pour ça que ça va être important de bien vérifier l'examen ophtalmologique. Alors les mécanismes,
La région cellaire est une région très vascularisée. Vous avez en particulier les sinus caverneux qui peuvent saigner dès que, si l'adénome en particulier adhère au sinus caverneux ou envahit le sinus caverneux. Dans la chirurgie, il peut y avoir des petites plaies vasculaires qui peuvent donner ce genre d'hématome. Donc ce qu'on fait généralement dans ces cas-là, c'est qu'on surveille. Les céphalées de la patiente s'améliorent, mais 2 semaines après, elle va développer une hémiplégie gauche brutale. On réalise une IRM avec une séquence de diffusion, des séquences flares, une perfusion ASL et une angio-IRM du polygone. 2 questions. Quel est votre diagnostic? Que faites-vous? On a donc un hypersignal en séquence de diffusion dans le territoire de l'artère cérébrale antérieure droite, avec un hypersignal flair qui correspond à un accident ischémique déjà constitué, une atteinte contralatérale un peu moins importante, des hypersignaux dans la partie distale de la vallée sylvienne qui correspondent à des ralentissements vasculaires, l'hématome est en cours d'évolution, on a une hypoperfusion des cérébrales antérieures en ASL, et si vous regardez bien l'angio-IRM du polygone, on a un rétrécissement sévère des terminaisons carotidiennes. Alors, on peut se dire c'est post-opératoire, mais c'était pas présent en post-opératoire immédiat, ça survient 15 jours après. Donc le diagnostic que vous devez évoquer dans ces cas-là, c'est un vasospasme, et l'examen que vous devez réaliser en urgence, c'est une artériographie qui d'une part va confirmer le diagnostic. Vous voyez que des 2 côtés, vous avez des rétrécissements sévères des terminaisons carotidiennes et qui va être la première étape du traitement. Donc, le vasospasme sur l'hémorragie ménagée, c'est une complication classique de l'hémorragie ménagée, vous le connaissez tous, à part que vous évoquez ça, vous y pensez lorsque vous avez une hémorragie ménagée par rupture anévrismale. Mais ça peut aussi survenir sur n'importe quelle hémorragie ménagée, en particulier les traumatismes et la chirurgie. C'est beaucoup plus rare. Mais là, dans ce cas-là, vous vous rendez bien compte qu'on avait des facteurs extrêmement favorisants. Vous avez un hématome, donc un saignement, qui va être directement au contact des terminaisons carotidiennes. Mécanisme invoqué serait une sorte de toxicité des produits de dégradation de l'hémoglobine sur les artères qui vont les conduire à se spasmer. La prévention est réalisée généralement en cas d'hémorragie ménagée anévrismale par nimodipine, et on va la dépister, encore une fois essentiellement dans les hémorragies ménagères anévrismales, par un suivi des patients par Doppler transcranien. Si les vitesses s'accélèrent, on n'attend pas que les patients soient déficitaires, on fait un scalaire de perfusion, et s'il y a un retard circulatoire, on va traiter par dilatation, chimiodilatation des artères. Souvent, on est obligé de faire ça de manière répétitive pour en fait casser un petit peu les muscles des artères, les muscles lisses des artères, pour rétablir la circulation. Si on s'y prend tôt, si les patients sont bien suivis, le pronostic peut être relativement bon. Si on passe à côté, malheureusement, les séquelles peuvent être plus importantes. Le cas suivant est celui d'une femme de 37 ans qui présente des paresthésies de l'hémiphase droite 1 mois après l'embolisation d'un anévrisme termino-carotidien gauche. Vous avez donc une IRM avec des séquences de diffusion, un SWI, une angio-IRM du polygone et des séquences flair et T1 après injection de produits de contraste.
On a donc pas de signe ischémique en séquence de diffusion, pas de lésion hémorragique, une enjeu IRM qui retrouve un territoire carotidien gauche moins bien visible, mais c'est normal en fait, c'est des artefacts liés à l'embolisation. Je crois qu'on avait mis un flot diverter qui va en fait perturber la réalisation de l'enjeu IRM, donc ça c'est une image normale en post-embolisation. Par contre, ce qui va vous frapper, c'est la présence de ces zones d'œdème du parenchyme cérébral, à la fois corticocales et dans les régions profondes, qui vont s'accompagner de prises de contraste nodulaires, à la fois périphériques, dans le territoire en fait des artères, mais également en profondeur. Les deux éléments qui doivent ici attirer votre attention, c'est d'une part le fait que ces anomalies ne sont présentes que dans le territoire de l'artère embolisée, et d'autre part la grande discordance entre d'une part un état clinique de la patiente qui est vraiment bénin, juste des petites paresthésies, et des images IRM qui sont extrêmement impressionnantes. Là, vous allez porter le diagnostic de syndrome de NICE. Alors le NICE syndrome, c'est une entité qui a été décrite en particulier à la Pitié-Salpêtrière par le docteur Emad Chotard. L'acronyme veut dire Non-Ischemic Cerebral Enhancing Lesion. Donc c'est une complication rare de l'embolisation des anévrismes. Ce sont des prises de contraste nodulaires et le point critique, c'est dans le territoire de l'artère embolisée, avec un important œdème associé. Et l'autre élément critique, c'est que c'est quasiment asymptomatique. Les gens viennent pour un contrôle systématique et on leur trouve ce type d'image. Le mécanisme invoqué, sans qu'on puisse vraiment le prouver, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui semblent aller dans ce sens, ça va être une allergie soit au nickel, soit plutôt au polymère qui va recouvrir les cols. L'évolution va être favorable sous traitement corticoïde, mais il peut y avoir des récidives à l'arrêt des corticoïdes. C'est important à connaître pour deux raisons. D'une part, vous allez rassurer le patient. Ils peuvent venir avec complètement paniqués, avec une IRM faite en ville, en décrivant des lésions qui peuvent être tumorales ou inflammatoires. Donc c'est vrai que les images sont très impressionnantes, mais les gens vont bien en fait. Donc si vous avez les critères des prises de contraste nodulaires dans le territoire de l'artère embolisée, à peu près quelques semaines après une embolisation, vous pouvez les rassurer. Et surtout, vous n'allez pas vous lancer dans une exploration invasive. Une fois que vous avez pensé au diagnostic, on va faire un traitement d'épreuve et vérifier que tout rentre dans l'ordre. Le dernier dossier est celui d'un homme de 66 ans qui fait une tentative de suicide à l'arbalète. Donc, vous avez un scout view. Vous avez un scanner reconstruit en coupe sagittale. Et je vous décris un peu l'image. Alors attention, pour une arbalète, on parle de carreau, pas de flèche. Ne faites pas l'erreur. Vous avez la pointe, alors c'est des trucs beaucoup plus costauds que des flèches. Vous avez une pointe métallique qui allait se loger dans le vertex, avec, en fait, ça c'est la tige en fibre de carbone qui part du palais et qui remonte dans le crâne. Et le malade, finalement, il ne va pas si mal que ça. Il est conscient, il va relativement bien. Le scanner, la suite. Alors, première question, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vous laisse réfléchir.
Donc, vous avez un saignement le long du trajet avec un trajet du carreau qui traverse le sinus caverneux. La grande question est donc, est-ce qu'il y a, c'est simplement un saignement par atteinte du sinus caverneux ou est-ce qu'il y a une plaie carotidienne? Parce que si vous avez une plaie carotidienne, il faut bien comprendre que vous pouvez avoir une carotide qui est vraiment ouverte, hein, mais c'est comprimé par le carreau. Donc tant que le carreau est en place, ça va bien se passer. À partir du moment où vous allez retirer le carreau, s'il y a une plaie carotidienne, le malade va se vider de son sang par la bouche, aussi simple que ça. Donc si vous avez une suspicion de plaie carotidienne, dans ce cas-là, vous amenez le malade en salle de neuroradio interventionnelle, vous montez un ballonnet dans la carotide et au moment où le neurochir retire le carreau, vous gonflez le ballonnet ou vous embolisez la carotide pour éviter le saignement. Donc on s'apprête à faire l'angioscanner, et là, bing, qu'est-ce qui se passe? Message d'alerte apparaît, le patient a été hospitalisé 2 jours en réanimation pour un choc anaphylactique secondaire à une injection de produit de contraste pour un scanner abdominal. Le neurochien vous dit, je ne peux pas retirer le carreau sans angioscanner, ce qui est vrai, hein, ou une artériographie, fait l'examen, on s'en fiche du risque. Que lui répondez-vous? Quelles sont vos options? Donc ce que vous lui répondez, c'est déjà, je ne veux pas aller en prison. Parce que autant si vous avez un accident lié au produit de contraste, que vous ne saviez pas que le malade était allergique, voilà, c'est la faute à pas de chance. Hein. Si vous injectez délibérément de l'iode à un patient allergique à l'iode, c'est une faute qui va être inexcusable et vous pouvez parfaitement là être poursuivi pour en fait négligence criminelle et homicide involontaire. Parce que là, vous êtes au courant du risque. Et quelqu'un qui a fait un choc anaphylactique a un risque énorme de refaire un choc anaphylactique. Ce que disait l'ancien patron du service, c'est pas parce que le malade est très malade qu'il faut le tuer. Si vous faites une IRM, même topo. Vous avez un monsieur qui a un morceau de métal énorme dans la tête, qui a toutes les chances d'être ferromagnétique, vous le rentrez dans l'IRM, vous allez le tuer. Vous avez heureusement une autre option qui était abandonnée depuis un certain temps, mais qui, là, dans ce cas de figure, est finalement la moins mauvaise de toutes. C'est laquelle? C'est faire tout simplement une artériographie en utilisant du gadolinium. Le gadolinium est un métal, il n'y a pas de cross-allergie avec les produits contraste iodés, donc c'est hyper dense, c'est moins dense que l'iode, donc le contraste va être moins bon. Ça avait été utilisé ironiquement pour faire des bilans de pré-création de fistules pour des malades insuffisants rénaux, avant qu'on sache les problèmes de la fibrose systémique néphrogénique. Donc quand il y a eu les problèmes de la fibrose systémique néphrogénique, ça a été abandonné. Mais là, avec les produits de contraste récents macrocycliques, il n'y a aucun problème. Hein. Donc vous pouvez parfaitement faire une artério au gadolinium. Vous allez injecter plus que la dose classique, mais là le risque, objectivement, le seul risque que vous prenez, c'est d'être au-delà des doses thérapeutiques. Si le malade a une bonne fonction rénale, il va éliminer son gado très rapidement. Donc avec les macrocycliques, il n'y a pas de risque à la fois d'insuffisance rénale et de dépôt dans les noyaux gris. Donc vous pouvez parfaitement, dans des cas absolument exceptionnels, si le malade est allergique à l'iode, l'utiliser. On a donc fait une artério au gadolinium, donc vous voyez que l'image est de qualité tout à fait satisfaisante. Hein. Le contraste est moins bon qu'avec de l'iode, mais ça reste tout à fait acceptable. On a injecté en plus des doses qui étaient
pas délirantes, de l'ordre de, je crois, 30 ou 40 millilitres. Donc on est au-delà des doses thérapeutiques, mais pas de manière délirante. On voit dans le carreau, on voit qu'il n'y a pas de lésion vasculaire. Donc le neurochirurgien a pu retirer tranquillement le carreau sans qu'il y ait besoin de se préparer à essayer de contrôler un saignement cataclysmique. Et on fait un scanner de contrôle 8 heures après. Vous voyez que le saignement, c'est pas majoré, mais de manière également intéressante. Vous ne retrouvez plus de rehaussement vasculaire ou de rehaussement veineux. Donc le patient a éliminé la quasi-totalité du gadolinium qu'on lui a déjà injecté. Donc vous voyez que le risque qu'on a pris était finalement très minime en injectant ces doses un peu plus importantes que la normale de gadolinium. Voilà, c'était le dernier cas. Maintenant, si vous avez des questions, voilà, posez-les. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci.